Donc moi j'ai le plaisir d'accueillir les deux prochains conférenciers. On va commencer par une intervention de Marco Bonanno. Marco Bonanno est psychologue clinicien au département d'hémato-oncologie, chercheur associé au centre de psycho-oncologie au CHU Sainte-Justine. Il est formé en psychologie des institutions et de la santé et il a développé une expertise dans l'accompagnement des équipes. Il anime régulièrement des rencontres de soutien auprès d'équipes dans le milieu de la santé. Marco Bonanno a accumulé 18 années d'expérience dans le domaine de la psychologie médicale, en travaillant au sein d'unités de soins, au CHU Sainte-Justine et dans d'autres établissements. Son expertise l'amène à participer à des projets de recherche, à publier et à participer à des conférences dans le domaine de la psychologie médicale. Alors, il va nous présenter une présentation, une conférence sur l'analyse des pratiques professionnelles, un moyen pour contrer l'épuisement et la complexité des soins en milieu de santé. Marco ? Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la présentation que je vais faire, ça va être une présentation très clinique. Mon but est vraiment de vous présenter brièvement les groupes d'analyse des pratiques professionnelles et de vous montrer comment ça peut être une des solutions en fait utilisées dans le milieu des soins pour faire face à l'épuisement et à la lourdeur du travail qu'on peut parfois ressentir dans la pratique clinique. Donc, je vais commencer pour vous parler de quelques éléments qui caractérisent ce genre de groupe. Après, rapidement, je vais vous décrire un exemple de situation clinique dans laquelle l'analyse des pratiques est utilisée. Et finalement, on va généraliser un peu les résultats et je vais discuter brièvement des bienfaits de cette approche liée justement à son utilisation. Pour commencer, je ne voulais pas vous donner une définition de groupe de pratiques, d'analyse des pratiques professionnelles, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment une définition précise qui existe, étant donné que ce genre de groupe englobe toutes sortes de groupes pour les professionnels. Ça peut être des groupes de discussion, des groupes de co-développement, qui visent aussi des objectifs parfois différents. Donc, les éléments qui sont un peu plus communs à la plupart des groupes sont que d'abord, ils concernent particulièrement les personnes qui travaillent dans des métiers de relations d'aide. Donc, c'est sûr dans le milieu de soins, mais ça peut être aussi dans le milieu de l'éducation. Après, c'est des groupes qui permettent en fait l'évolution et l'élaboration dans la pratique, mais dans toutes ces différentes composantes. Donc, ça peut être des groupes qui sont axés, par exemple, sur la recherche de stratégies ou sur l'acquisition de compétences, comme par exemple de nouvelles techniques, ou également des groupes qui sont dirigés vers le soutien. L'élément charnière, évidemment, c'est la pratique en groupe qui fait en sorte que permet en fait d'intégrer les différents points de vue de l'expérience clinique. Et c'est ça qui permet l'élaboration au niveau individuel et de groupe. Et puis, pour fonctionner, dans le fond, ces groupes doivent faire partie d'un processus. Ça veut dire que ce n'est pas une rencontre de temps en temps, mais vraiment s'inscrit dans un processus de plusieurs rencontres dans lequel il y a en fait un animateur, minimum un animateur qui connaît un peu les dynamiques, que ce soit au niveau du groupe, les dynamiques institutionnelles, et aussi les enjeux au niveau psychosocial qui sont liés à la clientèle et en lien avec une maladie en particulier. Alors, je vais vous présenter un exemple, ça c'est vraiment le cœur de ma présentation, c'est un exemple qui ne concerne pas une équipe en oncohématologie, ça concerne une équipe en réadaptation. J'ai choisi cet exemple parce que je trouvais que ça permet d'explorer justement
la complexité qu'on peut retrouver dans l'accompagnement, dans lequel on a le patient avec ses caractéristiques et l'impact de la maladie sur lui et sur la famille, mais aussi, en fait, l'accompagnement qui se fait entre le patient et l'équipe, et en plus, on en a parlé aujourd'hui également, tout ce qui est les règles liées au système de santé, aux hôpitaux et au système de santé en général. Donc c'est un peu ça la complexité, au moins du point de vue psychologique, quand on accompagne un patient et sa famille. Donc c'est vraiment à vous de pouvoir faire les liens avec votre pratique clinique. Cet exemple va me permettre de vous donner vraiment un exemple de comment un groupe de pratique professionnelle fonctionne dans le milieu des soins. Ça vous va? Alors, la mise en contexte, je vous disais qu'on parle d'une équipe de réadaptation. De façon plus spécifique, c'est une équipe dans laquelle les intervenants, les soignants, traitent des enfants qui ont des maladies rares, héréditaires ou dégénératives. Du point de vue, je dirais, plus psychologique, en fait, l'impact de ces maladies sur l'enfant et sa famille, c'est que cet enfant doit faire face à des deuils en ligne, des deuils chroniques. Donc, par exemple, au début, ça va être difficile de marcher. Après, il doit être obligé, par exemple, d'utiliser un fauteuil roulant. Donc, c'est vraiment un deuil après l'autre. Et l'enfant et sa famille essaient de s'adapter à cette réalité. Et parfois, la façon dont l'enfant et sa famille cherchent de s'adapter peut faire réagir les soignants. Comme par exemple, quand l'enfant peut refuser les aides techniques. Donc, c'est sûr que ça devient un peu, au niveau psychologique, c'est un peu le miroir de la maladie qui avance. Donc, dans ce contexte-là, dans l'équipe dans laquelle ce groupe a commencé à prendre place, en fait, il y a eu à un moment donné une période de réorganisation de l'équipe. Il y a eu une crise importante au niveau autant de la gestion que de la perte de professionnels qui ont décidé de quitter, ce qui a amené aussi une période, je dirais, d'épuisement d'intervenants et aussi une période aussi d'inconnu à l'intérieur de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau mandat qui était décidé au niveau plus organisationnel, où ils ont demandé à cette équipe de prendre en charge des enfants bas âge avec un pronostic très sombre dont l'équipe n'était pas habituée à traiter. Donc ça, c'est le contexte. Et en fait, plusieurs membres de cette équipe ont demandé de pouvoir se rencontrer. Donc l'objectif du groupe était un objectif qui était discuté avec les différents intervenants. Et comme vous pouvez voir, à la base, c'était vraiment la possibilité d'avoir un espace pour réfléchir d'un côté au fonctionnement en équipe et aussi de pouvoir discuter autour des différents enjeux qui sont liés à l'accompagnement avec les familles. Au niveau de la durée, était décidé que le groupe aurait une durée d'une heure et demie et la fréquence, ça serait une fois aux 2 mois. Donc, il n'y a pas beaucoup de règles. En général, dans ces groupes qui sont organisés, il n'y a pas énormément de règles. Il y a des règles de base pour garantir le fonctionnement. Entre autres, c'était décidé qu'il n'y avait pas de supérieur immédiat dans le groupe pour justement faciliter le plus possible l'échange entre les différents professionnels. C'était un groupe ouvert, ça veut dire que s'il y avait de nouveaux intervenants ou de nouveaux professionnels qui arrivaient dans l'équipe, ils pouvaient tout de suite participer aux rencontres et bien évidemment la participation était volontaire. Je vous disais pas beaucoup de règles. 2 règles de base, le non-jugement et surtout la confidentialité dans les échanges. Ça veut dire que tout ce qui est discuté dans le groupe reste dans le groupe. Et finalement, les sujets de discussion étaient apportés directement par les participants.
Le rôle de l'animateur, en fait, mon rôle était d'un côté, c'était vraiment de donner le temps, la cadence un peu au groupe, le début, la fin, donner la parole à tout le monde et aussi essayer de favoriser la compréhension de ce qui se passait à l'intérieur du groupe, les échanges et aussi des dynamiques, des enjeux un peu plus au niveau psychosocial liés à la clientèle, puis à l'institution. Quand je parle d'institution, comme je vous disais, je parle des règles de l'hôpital et aussi du système de la santé qui peuvent avoir un impact quand même dans l'accompagnement. Le groupe a duré 4 ans. À l'intérieur de ces 4 ans, j'ai un peu divisé ce processus en 3 moments charnières, en 3 moments clés que je considère que sont importants à l'intérieur du cheminement du groupe. Le premier moment, bien évidemment, c'est le tout début. Quand un groupe commence, effectivement, les participants étaient habitués à se rencontrer, mais c'était plus des rencontres ponctuelles, dans lesquelles le sujet est déjà décidé à l'avance. Alors ça, c'est une nouvelle situation dans laquelle ils vont se retrouver dans un groupe où ce sont eux-mêmes qui doivent amener leur propre sujet. Donc au début, il y avait beaucoup de malaise, de silence, beaucoup de difficultés aussi à choisir les sujets. L'événement déclencheur pour commencer à s'engager dans une discussion en groupe s'est présenté en raison malheureusement d'un décès d'un enfant qui a commencé à faire questionner les participants justement sur quoi faire, de quelle façon les accompagner. Donc au début, c'était plus des questions, je dirais, techniques, justement sur vraiment le rôle à jouer. Par la suite, les participants ont commencé à pouvoir nommer la lourdeur qui est liée au travail d'accompagnement. Et donc beaucoup de ressenti qui est sorti, je pense qu'il fait écho aussi à des présentations qu'on a entendues jusqu'à présent, parler d'impuissance, de solitude, et particulièrement aussi le deuil des interventions. En fait, ils ont pu commencer à explorer le fait que dans leur situation, ils ont un mandat de réadaptation. Donc, ça veut dire de ne pas guérir, mais de ralentir la progression de la maladie dans un contexte en plus de soins palliatifs. Donc, vous pouvez imaginer comme le sentiment d'impuissance est quelque chose qui est important, qui émerge dans ces discussions-là. En même temps, la possibilité de discuter autour de ces sujets a permis à chaque participant de se reconnaître dans l'expérience de l'autre. Ce qui a fait en sorte que, au fur et à mesure, au lieu de parler justement des difficultés, ils ont commencé à parler plutôt des forces qui caractérisent le groupe. Au fur et à mesure, et là on passe au deuxième moment, je pense le moment central du processus du groupe, au fur et à mesure, le groupe a commencé à se concentrer de plus en plus sur ce qu'ils ont appelé les familles difficiles au début. En fait, les familles difficiles sont des familles, par exemple, qui refusent les aides techniques, qui ne se présentent pas au rendez-vous, qui cachent la réalité de la maladie aux enfants. Et donc, c'est des maladies qui font vraiment réagir les soignants. Beaucoup de frustration, de colère face aux familles. Et ce qui est intéressant, c'est que la possibilité de parler de ces sujets a permis au groupe de commencer à approfondir le sujet sur la difficulté de la communication entre les professionnels d'un côté et les familles. Ce que moi j'appelle un peu le double langage de l'accompagnement. Pour spécifier un peu plus, c'est que d'un côté, en fait, on se retrouve avec des familles que pour se défendre d'une certaine façon face au deuil de la maladie, réagissent de façon émotionnelle, donc avec l'impuissance, la colère, l'évitement surtout. Et de l'autre côté, parfois, les soignants réagissent avec un autre type de langage.
non, le langage plus professionnel, de proposer d'outils. Et donc, parfois, ce qui ressortait aussi dans le groupe, c'est que, étant donné que parfois c'est deux langues différentes, c'est difficile de se reconnaître dans l'expérience de l'autre. C'est pour ça que, si vous voyez, ce qui est intéressant dans ce processus de groupe, c'est que la possibilité d'en parler a permis aux soignants de se rapprocher de l'expérience des familles, donc de pouvoir discuter de, par exemple, comment ça peut être difficile pour les familles de vivre ce genre de deuil, et aussi, à mon avis, encore plus intéressant, les soignants ont commencé à parler de comment les familles les perçoivent. Donc, comme par exemple les messagers de la maladie ou des mauvaises nouvelles. Toutes ces discussions, en fait, toutes ces réflexions ont permis également aux professionnels de se questionner sur qu'est-ce qui pouvait être fait pour améliorer l'accompagnement avec cette famille. Et c'est pour cette raison qu'ils ont décidé de créer un comité justement pour réfléchir et pour trouver de meilleures stratégies pour faire face aux familles. On sera au troisième moment, c'est vraiment la dernière période des groupes. Et donc, on reprend un peu la discussion par rapport à la période de fin de vie, mais cette fois, ce n'est pas un lien nécessairement avec les familles, mais c'est un lien avec les institutions. En fait, dans un contexte spécifique, avec des clientèles spécifiques, on a des hôpitaux qui utilisent des approches différentes. Par exemple, il y a des hôpitaux qui, par exemple, essayent d'utiliser plus un accompagnement pour améliorer la qualité de vie, alors qu'il y en a d'autres avec les nouvelles techniques qui essaient de garder plus en vie l'enfant. Donc, on se retrouve plus dans des enjeux éthiques dans lesquels, en fait, tous ces enfants-là atterrissent au même programme. Donc, l'équipe doit faire face aussi à des approches différentes. Donc, il y a beaucoup, comme je vous disais, beaucoup d'impuissance aussi par rapport à ça. Et à ce moment-là, les participants, en fait, le groupe, parlent de soi à travers le vécu des familles. Donc, ils commencent à parler, par exemple, de l'impuissance des parents face aux pronostics sombres, ou, ce que je trouve aussi intéressant, ils commencent à parler des différentes façons, par exemple, du couple de vivre la maladie. Parfois, ça peut arriver qu'il y ait un des deux parents qui garde espoir, alors que l'autre anticipe un peu plus le décès qui s'en vient. C'est un peu la même chose, si vous voyez, entre les différents hôpitaux, et c'est aussi la même chose qui se produit parfois au sein d'une équipe. Quand il y a des enjeux éthiques importants, ces enjeux polarisent d'une certaine façon les différents membres de l'équipe. Donc, quoi faire donc? Les participants sont pris un peu dans un dilemme et entre rester en fait avec ce manque de contrôle ou au contraire essayer d'en sortir. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils décident pour ce sujet précis de lever la règle de la confidentialité pour amener ce sujet plus au niveau administratif institutionnel pour essayer de créer un changement. Alors, voici les bienfaits selon les participants. En fait, ce qui ressort, c'est que le groupe, selon les participants, a permis de partager un peu les difficultés vécues. La perception des familles a changé. Donc, elles ne sont plus des familles difficiles, elles sont des familles pour lesquelles l'accompagnement pose un défi. En plus, la participation en groupe a permis aussi de se sentir plus outillés dans des situations complexes et dans l'intervention, ils se sont sentis aussi
en ayant plus un consensus qui vient directement du groupe. Alors, pourquoi j'ai voulu vous présenter ce cas en particulier? Moi, je pense que ça donne une idée, effectivement, du fait que un groupe, c'est comme s'il a sa propre pensée, sa propre façon, ses propres stratégies, en fait, qui permettent aux différents éléments qui peuvent être discutés à l'intérieur du groupe d'être élaborés différemment, selon une approche plus globale. On en a parlé aujourd'hui. C'est sûr que nous tous, on est pris souvent dans des situations relationnelles complexes, de plus en plus, dans lesquelles on a tendance vraiment à réagir aux situations. Alors, je trouve que les groupes est une des façons pour pouvoir nous remettre dans une situation dans laquelle on prend du recul et on peut avoir accès à un mode qui est plus réflexif, qui nous permet justement de penser différemment nos actions auprès de la clientèle. En terminant, on en a parlé aujourd'hui aussi. Je considère qu'on est dans une période avec les avancées au niveau médical où tous les soins se complexifient, l'accompagnement aussi. En même temps, encore dans le niveau du le système de santé, c'est comme il y a un décalage parce que nous demande de plus en plus une efficacité qu'il y a l'acte professionnel qui est basé sur des gestes mesurables. Alors, même le travail interdisciplinaire, on sait qu'on le fait, on sait qu'il est faisable, mais en même temps, à bien regarder les choses, je considère que c'est aussi un péché. J'entends toutes sortes d'équipes qui me disent on n'a pas le temps pour s'asseoir parce qu'on est débordé. Donc, dans ces contextes, c'est normal aussi qu'on soit souvent en réaction aux situations et non pas en réflexion aux situations. C'est pour ça que cet exemple, je trouve, du groupe permet de regarder un peu comme un groupe permet de donner un sens différent au travail qu'on peut faire et particulièrement de développer une pensée d'équipe. En fait, lorsque c'est les groupes qui décident et non pas un seul professionnel, les décisions, je trouve qu'elles sont moins lourdes à porter et sont plus efficaces face aux familles. Un peu comme quand, au sein d'une famille, les deux parents ont le même discours avec l'enfant. Je vous remercie.